Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi d'être avec vous. À la une de ce samedi 22 juillet, la facture du cartable pèse plus lourd, une hausse de 10% en un an. C'est le magazine UFC Que Choisir qui le révèle dans une étude nationale. Chez nous, vous le verrez, le rayon papeterie est moins touché par l'augmentation des prix. Son parcours de vie fait de l'ombre à son physique impressionnant. Bionic Body, Edgar John Augustin, de son vrai nom, est un exemple de détermination. Ce champion international de bodybuilding a perdu ses 2 jambes suite à un accident de voiture. En 2008, le sport lui a permis de se reconstruire. Saïna Manotte ajoute une nouvelle corde à son arc. La chanteuse et productrice s'attaque à la littérature avec son premier roman, Un Zacharie et une danse. Nous l'avons rencontrée ce matin lors de sa séance de dédicace dans une librairie de la place. Le magazine UFC Que Choisir a révélé que les prix des fournitures scolaires avaient augmenté en moyenne de 10% depuis juillet 2022. Suite à cette étude, le gouvernement a saisi jeudi dernier la Direction générale de la Commission et de la répression des fraudes pour enquêter sur cette hausse de prix qui est moins asphyxiante aux Antilles-Guyane. Karl Constable et Franck Fernandez sont allés le vérifier dans une librairie située à Matoury. À 1 mois et demi de la rentrée des classes, les parents les plus prévoyants, comme Alfonsinia et Richard, sont déjà plongés dans cette étape incontournable de la rentrée qu'est l'achat des fournitures scolaires. Et cette année, ces dépenses vont peser plus lourd sur le budget des familles, constat implacable. C'est la même prix tout partout. Quelquefois on est ici, quelquefois on est à Carrefour, quelquefois on est à IPAU, mais c'est pareil tout partout, quoi. C'est un peu difficile pour nous. Pour tout le monde, pas que pour moi, pour tout le monde. Ça oblige à des sacrifices, à faire des économies sur d'autres postes ? Oui, beaucoup. Beaucoup. Dans un peu de tout, quoi. Par exemple, comme les provisions, un exemple que les provisions, on a l'habitude d'avoir dépensé quelquefois 300, maintenant on est à 800. Moi et elle, on est obligé de partager 400. Et on n'est pas nombreux dans la famille, mais c'est chaud, quoi. Selon une étude de l'Union fédérale des consommateurs, UFC, dans l'Hexagone, le prix des fournitures a augmenté de 10% en moyenne depuis 1 an. L'inflation la plus forte est du côté des produits de papeterie, plus 14%, la faute au prix de la pâte à papier qui a augmenté de 17%. Mais aux Antilles-Guyane, paradoxalement, l'inflation est moindre. Je pense que justement, comme les prix sont déjà plus chers, donc l'inflation n'a pas été réimpactée aux clients de la même façon. Elle est autour de 6% en Guyane et de 4-5% au niveau des Antilles. Si dans l'Hexagone, les grandes surfaces sont dans le viseur de Bercy, cette enseigne a fait le choix de ne pas changer certains prix. C'est vraiment l'enseigne nationale qui a voulu faire une rentrée avec 0 inflation sur les produits de marque propre. Donc ça fait que entre l'année dernière et cette année, il n'y a pas eu d'augmentation de prix sur tous les produits de l'enseigne. En mai, le gouvernement avait demandé aux distributeurs d'intégrer les fournitures scolaires à son dispositif anti-inflation pour tenter d'endiguer cette hausse des prix. Mais la bonne affaire reste du côté distributeur plutôt que consommateur. Un mot en politique. 2 jours après sa nomination, Philippe Vigier, ministre délégué aux Outre-mer, révèle ses engagements et ses projets pour les territoires ultramarins. Au micro d'Alain Rosalie, Patrick Régis, Pascal Lordon et Sylvie Lemaire. C'est la rubrique En savoir plus de ce soir. Quelle est votre feuille de route ? J'ai envie, je vous le dis avec force, de faire en sorte que la vie quotidienne des habitants des territoires ultramarins, on puisse l'améliorer au quotidien. Chaque territoire a des spécificités, des singularités. Oui, il y a une feuille de route qui s'impose, c'est celle qui est sortie du fameux comité interministériel aux Outre-mer et qui permettra justement de tracer, suite à ce travail qui a été fait notamment par Jean-François Carenco, bien sûr avec Gérald Darmanin, de faire en sorte qu'on soit capable, par exemple pour l'eau, pour le logement, pour la transition énergétique, pour l'école, pour la vie chère, pour le développement économique, d'apporter des réponses. Vous savez, moi j'ai eu une expérience d'élu local pendant une vingtaine d'années et donc je suis là pour faire en sorte que ce qui est nécessaire devienne possible demain. Et je le ferai, je le dis avec beaucoup de force.
de façon très étroite avec tous les élus, qu'ils soient parlementaires, mais tous les acteurs du territoire, les présidents de collectivités, pour essayer d'être un peu celui qui apporte la simplification et qui trouve les solutions pour faire en sorte que ce qui est attendu soit réalisé. Quelle méthode avec les élus ? Naturellement, je rencontrerai tous les acteurs, d'abord tous les parlementaires, mais pas simplement les parlementaires. Vous voyez, je vais avoir des contacts avec tous les présidents de collectivités dans les toutes prochaines heures. Je serai sur le terrain avec le président de la République en Nouvelle-Calédonie à partir de lundi. Je devrais accompagner normalement Gérald Darmanin en Polynésie au mois d'août. Je prends l'engagement, un engagement fort. C'est de les voir tous, les parlementaires, de travailler avec eux sur justement tout ce qui a été préparé dans le cadre du SIOM. Je prends l'engagement également d'aller dans tous les territoires et d'ici la fin de l'année, j'aurai fait ce tour du monde, puisque, je rappelle, c'est la 2e façade maritime mondiale, et je prends un 3e engagement, c'est que ma porte soit toujours ouverte pour eux. Votre message aux populations des territoires d'outre-mer ? Qu'ils sont la France, que la République, elle est une et indivisible, ultramarins et hexagonaux, eh bien c'est ça la France. Et donc ils auront un ministre qui sera à leur disposition, qui va les défendre, qui ira dans les arbitrages. Je suis connu comme quelqu'un d'étant un peu batailleur. On a pu le voir sur ce centre de texte à l'Assemblée nationale. Je les défendrai matin, midi et soir. Et lundi prochain, Philippe Vigier accompagnera le président de la République en Nouvelle-Calédonie. Depuis Nouméa, Emmanuel Macron donnera une interview aux journaux télévisés de 13h sur France 2 et sur TF1. À Saint-Georges de l'Oyapock, un employé d'une entreprise travaillant en sous-traitance pour la scierie de la commune a perdu la vie hier suite à la chute d'un arbre en pleine forêt sur la piste de Somaripa. Il avait été embauché il y a 2 mois, père de 6 enfants et aimant s'adonner à la pétanque. Il organisait souvent des tournois dans la commune. Dans l'actualité également, le déplacement en Martinique la semaine prochaine de la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guyane, Vernita Blacaudan, désignée en tant que représentante ultramarine des chambres de l'artisanat par CMA France, aura comme première mission d'organiser un échange avec ses homologues de Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe afin de rendre homogène la structure, entre autres objectifs. On l'écoute, elle est au micro d'Alexandra Silbert et d'Abel Parnasse. On a besoin de mutualiser les services, la partie RH, parce que il n'y a pas de service RH au sein de la Chambre des métiers de Guyane. Ça va permettre de pouvoir mutualiser ce service, la comptabilité également, et d'autres services pour pouvoir vraiment avoir une Chambre des métiers digne de ce nom. Parce que la Martinique est longtemps plus avancée sur les formations que la Guyane, également la Guadeloupe. Ça va permettre à nos jeunes apprentis de pouvoir se rendre également en Martinique et suivre des formations, en Guadeloupe également. En sport, après 7 ans d'absence, revoici le Colosse de Guyane, la compétition de powerlifting et de crossfit qui a pour ambition de réunir tous les adeptes de la discipline de Guyane et pourquoi pas quelques-uns venus d'ailleurs. L'objectif cette année, en plus du challenge, c'est de redonner l'envie par le sport à tous ces jeunes en décrochage et montrer qu'il est possible d'y arriver malgré les difficultés et les accidents de la vie. La rencontre qui se déroule depuis 15h30 cet après-midi au Proct à Matoury, réunis aussi dans le public comme sur la scène des personnes en situation de handicap. On écoute Grégoire Obi-Wang, athlète powerlifter, trésorier de l'association organisatrice Noudis. Il est au micro de Clotilde Séraphin-Georges. On a eu une réunion avec Madame Blacaudan de la CMA, la Chambre des métiers. Donc c'est pour mettre en place une branche sportive, parce que au niveau du sport, étant petit, ce n'est que les élèves les plus doués, ceux qui réussissaient à l'école, qui pouvaient partir en sport-études. Et tous les autres élèves en décrochage scolaire n'y avaient pas droit. Et c'est pour ça qu'on a fait venir M. Edgar John Augustin, pour montrer que c'est vraiment l'image, c'est le Saint Graal, le trophée au niveau du bodybuilding, même s'il ne fait pas de powerlifting, mais pour nous c'est pareil. C'est pareil parce que vu où il est arrivé, ce qu'il a pu faire avec l'handicap avec lequel il vit au quotidien, ce n'est pas rien. Et ce n'est pas rien, c'est énorme.
Et si la détermination avait un visage, celui d'Edgar John Augustin aurait pu être le sien. Le champion international de bodybuilding a surmonté son handicap grâce à ses disciplines exigeantes. L'homme de 38 ans a perdu ses 2 jambes dans un accident de voiture lorsqu'il était enfant. Depuis, il s'est reconstruit en devenant un sportif de haut niveau et un homme accompli. Le portrait de ce soir est signé Vanessa Etienne et Clotilde Séraphin-Georges. Son parcours, pour lui, c'est avant tout un destin. L'histoire d'Edgar John Augustin commence par l'amputation de ses jambes à l'âge de 4 ans après un accident de voiture. Aujourd'hui, le Guyanais de 38 ans est bodybuilder professionnel, un cheminement où il a fait de cette blessure une force. Je suis très croyant. On a grandi dans cette voie-là et je pense que ma voie était préécrite, comme j'ai tendance à le dire, parce que voilà, perdre ses jambes à 4 ans, c'est pas facile du tout. Mais si j'essaie de voir le positif, je me dis que c'était un mal pour un bien, parce qu'au final, sans cet accident, je ne serais pas Bionic Body aujourd'hui et je n'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Je suis parti très loin en Chine, en Irak. J'ai fait des rencontres abonnées, j'ai fait des trucs incroyables. Edgar John Augustin, appelé Bionic Body, a un physique impressionnant, 118 kg de muscles. Désormais, il a une hygiène alimentaire stricte, avec 6 repas par jour pour ses besoins musculaires. Une résilience rythmée par le sport et les entraînements. Pourtant, il est parti de loin, travaillant sans relâche pour atteindre ce niveau. Comme le fitness, tout ça, j'étais en surpoids plus jeune. Et justement, en fait, mon handicap, j'en parlais vraiment pas. J'étais toujours en jean, en jogging. Et pour moi, c'était même une honte. Par la suite, j'ai trouvé en fait une sorte de réconfort à travers la nourriture. Donc c'est pour ça que j'ai eu en fait double casquette. Donc handi plus en surpoids. Et croyez-moi, c'était très dur ce passage-là. Quand vous êtes au collège, bon, vous savez comment ça se passe entre nous, c'est très dur. Pour son ami qui l'a vu évoluer, son parcours force le respect. Donc moi j'ai beaucoup d'affection pour lui et je lui donne toute la force positive et toutes les bonnes vibrations de façon à ce qu'il puisse continuer à faire ce qu'il fait. Et j'espère que toutes les personnes qui vont regarder ce reportage-là se diront franchement, je peux le faire. Et la reconnaissance ultime est venue d'Arnold Schwarzenegger, qui sait à quel point cette discipline est exigeante. Impressionné par ses capacités malgré son handicap, il a fait une vidéo avec Edgar. Quand un mec comme ça s'agenouille devant toi, tu ne peux être que fier de voir qu'il respecte ton travail. Et franchement, quand on est respecté par les plus grands, là on a réussi. Edgar a su trouver un équilibre de vie auprès de sa famille. Il est le père de 3 enfants, il vit à Dubaï, mais il n'a pas oublié le garçon de la cité Témir, élevé dans un milieu modeste avec une maman qui a été un pilier pour lui. Il veut que la jeunesse guyanaise se batte pour ses rêves et ses projets. Je pense que peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, il faut toujours la transformer en force. Trouver juste en fait l'entourage qu'il vous faut. Moi, je tiens vraiment à remercier ma mère qui m'a toujours mis face au fait. Elle m'a dit voilà, tu es aujourd'hui comme ça, c'est la vie, qu'est-ce que tu fais? Tu as 2 choix, soit tu abandonnes et tu t'es épave, soit tu te lèves. Et comme elle disait, fais-le parce que personne ne le fera pour toi. À travers le sport, tout est possible pour Bionic Body. Il ira encore loin, car comme il nous l'a dit, sa foi est son moteur. Sport toujours, la footballeuse Wendy Renard et ses coéquipières vont jouer demain leur premier match de la Coupe du Monde de football féminin 2023. L'équipe de France jouera contre la Jamaïque à midi, heure de Paris. Des détails notamment sur la composition de l'équipe menée par l'entraîneur français Hervé Renard sont à retrouver dans un article disponible sur guyane.lapremière.fr. Un bon plan si vous êtes actuellement en Guadeloupe. La All Day Inn est de retour ce vendredi pour 3 jours de festivités. Plus de 13 000 festivaliers sont attendus rue Gustave Aumule pour cette 7e édition. Une aubaine pour les nombreux restaurateurs et loueurs de gîtes. Lydia Quirin et Christian Danquin.
Un peu de détente avant de s'ambiancer lors des concerts de la Holiday Inn. Ces deux amis ont prévu de dormir ici à quelques pas du festival. Pour trouver cette pépite, pas le choix, il a fallu s'y prendre tôt, très tôt. Regardez depuis très longtemps, mais en fait les gens réservent très vite aussi, très rapidement. Du coup après il reste évidemment, mais c'est plutôt sur Saint-François par ici. Du coup le moule, on a eu de la chance quand même de trouver le moule. C'est vrai. On réside sur Bimao et du coup faire les 3 jours Bimao moule. Ça aurait été un peu compliqué. Comme beaucoup d'hébergements de la commune, ce gîte affiche complet pour ce week-end de festivités. 4 bungalows et 3 appartements à partir de 60 € par jour, une aubaine. Ah oui, il y a une période qui ramène toujours du monde, beaucoup de demandes, les gens sont très intéressés, la Martinique aussi, il ne faut pas croire, la Guyane aussi, mais beaucoup la Martinique, les gens sont venus. L'année dernière, j'ai eu du monde de la Martinique. Ici, tout doit être fin prêt pour ce soir. Ce week-end, il n'y aura pas de service le midi pour mieux accueillir les festivaliers en soirée jusqu'à 3 h du matin. Le restaurateur attend plus de 150 clients tous les soirs. On est toujours rempli, mais avec la Holiday Inn, c'est vraiment un festival qui ramène énormément de personnes. Donc j'ai une grande clientèle qui m'a déjà averti, qui viennent, qui veulent réserver, etc. Donc ce soir, on se prépare déjà ce soir et mon équipe sera avec moi ce soir. Le moule se part de ses habits de fête. Partout dans les rues, les commerçants proposent accessoires et vêtements pour les retardataires. Depuis qu'il existe, le festival représente une bonne affaire pour l'économie locale. Sur 15 000 personnes la dernière fois, 60% venaient de l'extérieur de la Guadeloupe. Ce qui veut dire que toutes ces personnes-là sont venues à Moule. Et les commerçants ont bien vendu. Vous savez que la ville de Moule est une ville qui est ouverte du lundi au dimanche. C'est la seule en Guadeloupe. Et bien, tous les commerces de lingerie, vous n'allez qu'à aller faire un tour, vous allez voir, vous imaginez ce qui a été vendu, qui va être vendu pendant tout le week-end. Plus de 13 000 festivaliers sont attendus ici pour cette 7e édition. Je vous le disais en titre, après la chanson, Saïna Manotte passe à la littérature. Un Zacharie et une danse, c'est le titre de cette fiction qui se déroule dans la Guyane des années 60. La chanteuse rencontrait ce samedi 22 juillet son public de lecteurs pour une signature de dédicace dans une librairie de la place. Nous en avons profité pour en savoir plus sur ce nouveau mode d'expression artistique que Saïna Manotte embrasse avec succès. Carl Constable, Franck Fernandez. En été, en hiver, tu restes mon partenaire. Je suis passée de la musique à l'écriture pendant la période du confinement. Pendant le premier confinement, moins de concerts, moins de rencontres avec le public. Et j'avais besoin de faire quelque chose de mes 10 doigts. J'aime écrire. Voilà, donc tout naturellement, j'ai commencé à écrire. Au début, c'était plus une nouvelle, c'était court, mais je la faisais lire à mes proches et ils me disaient « Mais Saïna, on veut la suite, on veut connaître la vie de ces personnages. Que va devenir Nini? Que va devenir Manvévé? Grand-père Honoré, Idorine ?» Et donc petit à petit, je me suis attelée à continuer chaque jour pendant le confinement et ça a pris la forme d'un roman. Beaucoup de personnes m'ont dit à la fin, j'ai pleuré parce que... Ah oui, j'étais triste. Oui. Franchement, j'étais triste. On peut pas trop en dire. Mais... Il y aura une suite ? Non, je ne sais pas. Mais beaucoup me demandent ça, beaucoup me disent est-ce qu'on va avoir la fin de l'histoire de Idorine, de Manvévé? Oui, Albertine, Adélaïde alors. Adélaïde, mais oui, Albert. Et puis alors comme ça Camille, elle préparait son... Mon fille, je veux pas trop en dire parce que je ne veux pas spoiler les futurs lecteurs. Mais c'est vrai qu'on pourrait développer d'autres personnages. Alors sans trop en dire, un Zacharie et une danse, ça parle de l'histoire d'une Guyanaise, une Sinamarienne plus précisément, qui est contrainte de quitter Sinamari à 13 ans. Jusqu'à l'âge de 13 ans, elle grandit tranquillement à Sinamari avec ses grands-parents, puisque ses parents sont décédés. Et elle vit avec Manvévé, grand-père Honoré. Tout va bien, elle va à la pêche le dimanche, elle va à la messe. Et puis à 13 ans, on lui annonce qu'elle doit rejoindre Cayenne et vivre chez sa tante Idorine. Et là alors, c'est le début de ses aventures. Son histoire personnelle se mêle à la grande histoire de la Guyane. 14 juin 1962. Cayenne était bouleversée, la ville sentait la révolte, elle sentait le soufre. Dehors, les Guyanais marchaient vers la place des Palmistes, le cœur battant, les yeux emplis de détermination. La décision du préfet Erignac d'implanter la Légion étrangère en Guyane avait motivé un rassemblement citoyen. Le peuple rejetait la Légion, le peuple voulait dire non. Edmonise et Laurentia marchaient au milieu de la foule. Lorsqu'elles virent la place des Palmistes quadrillée par des hommes blancs vêtus d'uniformes bleus, elles comprirent que rien ne se passerait comme prévu. On manifestait aussi à cette période-là pour l'autonomie, contre la départementalisation, et ça dit que ces questions de 1960 sont encore au goût du jour aujourd'hui, parce qu'encore aujourd'hui, on est sur ces histoires d'autonomie. Donc moi, j'ai voulu montrer que
le passé nous forge, mais qu'il y a encore du travail et des choses à faire, puisque mon héroïne Nini, qui avait 20 ans en 1960, était déjà en train de manifester pour l'autonomie, et aujourd'hui on est en plein dedans. Donc c'est un roman qui va nous ramener au passé, mais qui est purement et totalement actuel au final. Pour toi je serai lumière. Voilà, c'est sur ces images que s'achève votre journal. Merci d'avoir été avec nous. L'information revient demain en radio dès 6h avec Charlie Torres. Passez une très belle soirée. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.